J'ai lu récemment le livre d'Annie Ernaux, L'écriture comme un couteau, et je suis tombée sur une phrase de Nathalie Sarraute qui apparemment refusait de se rendre à des tables rondes, à des rencontres sur la question de la littérature, de l'écriture au féminin. Et je vous avoue que j'ai eu un peu peur de me retrouver aujourd'hui toute seule, de me dire, elles ne voudront peut-être pas venir, de crainte d'être étiquetée femme écrivaine, d'abord femme, africaine qui plus est. Alors y a-t-il vraiment, est-ce que la question du genre mérite d'être posée et discutée quand on écrit? Alors, effectivement, tu as tout à fait tort, Leïla. Quand j'ai vu le titre de la table ronde, j'ai appelé Younes et je lui ai dit, moi, je ne participe pas. Et puis j'ai réfléchi, et ben, je me suis dit non, il faut participer pour dire... et au fond, je me suis dit non, ça pose une question, parce que j'ai relu Une chambre à soi, et de Virginia Woolf, et vous connaissez un peu la théorie de Virginia Woolf, hein, en fait, longtemps les hommes ont considéré que les femmes n'étaient pas capables de génie créatif, hein, elles étaient des procréatrices. Vous imaginez le scandale si elles devenaient en plus des créatrices. Et donc Virginia Woolf a réfléchi sur ce qui faisait que si peu de femmes avaient, jusqu'au début du XXe siècle, hein, puisqu'elle-même elle est un écrivain qui naît à la fin du XIXe et donc qui se déploie dans le premier quart du XXe siècle, avant de se suicider. Et donc, elle s'interroge sur l'absence des femmes en littérature, puis en général dans le monde de l'art. Est-ce qu'il n'y aurait pas de génie? Est-ce que le fait d'être une femme empêcherait d'être un génie, au fond? Et elle apporte à cette réflexion, qui pourrait paraître complètement ontologique, une réponse très pragmatique. Elle dit que pour écrire ou pour créer, il faut un espace. Et il faut non seulement un espace, c'est-à-dire une chambre à soi, hein, ce qu'elle appelle un lieu à soi finalement, mais elle dit aussi qu'il faut un espace mental, hein, et que les femmes sont occupées, au sens fort du terme, ce sont des territoires occupés. Alors nous on parle, c'est pas la Cisjordanie, c'est les femmes. Et en fait, l'occupation des femmes les détourne, en fait, les empêche. C'est la théorie de l'empêchement, finalement. Hein. L'empêchement, l'invisibilisation et, au fond, une sorte de réclusion dans des espaces consacrés, avec ce que ça suppose de sacralité aussi. Hein. Chez nous, quand même, c'est le haram. C'est-à-dire... et en même temps, la fonction sacrée de donner la vie, empiétant sur tous les autres territoires. Donc, je me suis dit, bon, mais quand j'ai lu plus attentivement ce texte que je n'avais pas lu depuis l'âge de 16 ou 17 ans, je me suis aperçue que Virginia Woolf, dans ce texte même, elle pose la question, elle dit, il est impératif que la voix des femmes se fasse entendre en littérature et dans l'art en général, parce que les femmes ont à dire sur le monde, mais quelque chose que les hommes ne peuvent pas dire, qui est ce que c'est que d'être une femme dans le monde. Et j'avais oublié cette partie, en fait. Hein. Je n'avais retenu que la chambre à soi. Et au fond, et après, elle se contredit, ce qui marque à quel point elle a été troublée par cette réflexion, comme nous le sommes aujourd'hui, hein, toujours. Et elle dit, les voix des artistes et les voix des écrivains sont forcément des voix androgynes. C'est-à-dire que dans l'écriture, on n'est plus homme ou femme, on est homme et femme, ensemble. Et c'est là, en fait, la refondation de l'universel. C'est-à-dire, au fond, sans doute, la littérature a-t-elle été amputée longtemps de la moitié de son universalité. Hein. Et aujourd'hui, l'intervention des femmes en littérature, même si elle date en Europe, je dirais plutôt du XVIe siècle, timidement, hein, 17e un petit peu, et puis ensuite 18e, on a quelques figures qui émergent, 19e, elles arrivent péniblement, et au XXe siècle, elles entrent en littérature, mais elles y entrent quand même cassées et abîmées, avec des femmes, Sylvia Plath, Virginia Woolf, qui se suicident, qui le vivent mal, avec des femmes comme Nelly Kaplan elle-même qui parle de prostitution, qui raconte le corps occupé des femmes, qui raconte la domination masculine, qui raconte en fait l'autre versant du monde, c'est-à-dire le versant vulnérable, le versant entravé et le versant, au fond, sacrifié. Donc voilà, je répondrai de cette manière-là. Je pense qu'au fond, il y aurait à dire ce que ça signifie
d'écrire à partir de là. Hein, comme nous avons parlé ces 5 jours magnifiques de décolonialité, finalement, hein, de ce que c'est que parler à partir de ce territoire occupé, mutilé, déporté qu'a été l'Afrique. Il y a aussi à parler, dans une double entrave finalement, de ce que c'est que de parler de l'Afrique, de ce territoire, couturé de cicatrices. Et vous savez que les cicatrices sont le lieu d'émergence de chair nouvelle, de bourgeonnements incompréhensibles et en même temps qui peuvent être porteurs de renaissance. De la même manière, il me semble que, couplé dans une réflexion, la question de la voix des femmes en littérature et de la voix des femmes africaines en littérature universelle, c'est-à-dire la manière de refonder l'universel en réintégrant, en ouvrant la question de l'humain largement à toutes ses composantes jusque-là invisibilisées, c'est une question fondamentale. Merci beaucoup, Yasmine. Donc effectivement, et comme ça me fait penser à Kautar Archi, qui est sociologue et écrivaine et qui a écrit un très bel essai qui s'appelle Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne. Et donc elle parle de la littérature africaine de toutes les façons globalement comme étant un sous-ensemble touristique, comme elle le nomme, dans le domaine de la littérature, et donc la littérature féminine africaine qui plus est. Donc je vous laisse imaginer, serait encore plus déconsidérée quelque part, sachant que, comme tu le disais, en fait, ça coûte quelque chose quand même à ces femmes-là. On y laisse toujours un peu des plumes. Et vous en parlez très bien, Fouzia Zouari, dans votre livre, dans le corps de ma mère, pardon, puisque vous dites à un moment donné que votre maman, en fait, se méfie des mots. Elle s'est tout de suite méfiée de vous quand elle a su que vous écrivez. Et même votre sœur, à un moment donné, vous dit, de toutes les façons, dans notre culture, enfin, en tout cas pour nous, il n'y a que les hommes qui ont droit à la parole, à l'écriture. Il y a même une sainte que vous citez, donc dans votre village Ebba, en Tunisie, où cette sainte a été un peu gommée de votre arbre généalogique simplement pour l'exclure de l'écrit. C'est-à-dire qu'il y a la question de l'écriture et il y a la question de la langue. Effectivement, ma mère ne comprenait pas, ne peut pas comprendre qu'on puisse écrire parce que l'écriture relève du masculin. Ça a toujours été un métier d'homme, ce sont les hommes qui parlent. Et à partir du moment où c'est une fille qui parle, ma mère a peur que la fille dise ce qu'on n'a jamais dit. C'est-à-dire d'abord qu'elle dise « je », qu'elle parle au nom d'elle-même, et surtout qu'elle fasse découvrir les secrets de la tribu. Dans la mesure où les femmes sont par essence le mystère de nos sociétés, cette chose qu'on n'atteint pas et qu'on voile, et à partir du moment où on dévoile et on dit ce que nous sommes, et on dit ce que sont nos corps, ce que sont nos désirs, à partir de ce moment, ça fait peur. Et la deuxième chose, et dont je me sentais aussi coupable, c'est comment écrire ma mère dans une langue qui est dite la langue non maternelle. J'ai expliqué hier en quoi c'était un problème qui était complètement faux, cette histoire de langue maternelle. Donc, je me suis dit, comment décrire ma mère dans la langue française, qui n'est pas sa langue? Et s'il n'y avait pas une façon de profaner ma mère que de l'écrire dans une langue qui n'est pas celle dans laquelle elle a été élevée. D'ailleurs, ça m'est arrivé d'aller au cimetière où ma mère est morte et de lui demander pardon de l'avoir écrite dans une autre langue. Ça, c'était un passage par lequel j'ai dû passer. Maintenant, pour revenir juste sur cette question de y a-t-il une écriture féminine, qui est ce qu'on appelle dans le journalisme un marronnier, c'est une question qui revient, qui, à mon avis, n'a pas de sens, mais je peux vous rassurer parce que personnellement, je pense qu'il y a une écriture féminine. Il ne s'agit pas pour moi d'écrire, de dire absolument que toutes les écritures sont les mêmes. On n'est pas obligé d'être un mec comme les autres. Quand on sait que par l'anatomie même, par notre physique, par notre façon de bouger dans le monde, par notre façon de le regarder, il y a automatiquement une façon de le dire. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'angle à partir duquel les femmes parlent. C'est l'œil avec lequel elles regardent le monde. Et ça, c'est important. Et ce ne sont pas
les mêmes points de vue, ce ne sont pas les mêmes approches que les hommes. À partir de ce moment, donc, je n'ai aucun complexe à dire que j'écris au féminin et que ma littérature est féminine, même si ça condamne généralement la lecture féminine à être lue par des femmes et pas par des hommes. Ce qui compte pour moi, c'est la langue, on y reviendra certainement. Ce qui compte, c'est l'écriture elle-même. Quel que soit l'être qui écrit, homme ou femme, qu'est-ce qu'elle nous donne, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Je pense que l'écriture et la littérature, ce n'est pas raconter des histoires. Tout le monde a des histoires à raconter. Et souvent, quand je passe à la douane en Tunisie, c'est marqué dans mon passeport Katiba, écrivaine, et le douanier me dit toujours « Ah, mais moi aussi, j'ai plein d'histoires à raconter. » Et oui, des histoires... Mais oui, parce qu'il pense que raconter des... Non, je ne pense pas que ce soit ça. La littérature, c'est un être au monde. Oui. C'est une façon de vivre le monde autrement. C'est une façon de l'observer autrement, de le sentir autrement, quitte à ne pas écrire. Je pense que parmi vous, il y a des écrivains qui s'ignorent parce qu'ils ont leur regard sur le monde. Ils ont leur façon d'être au monde qui est celle de l'écrivain. C'est ça qui est surtout important. Et puis après, il y a le style. On écrit la littérature, c'est le style par rapport à la norme. C'est ça qui est important. Et là, qu'on soit homme ou femme, je crois que l'originalité que nous avons en tant qu'écrivain, c'est d'écrire dans son style. C'est de dépasser le style donné, de dépasser la norme aussi bien de la tradition que celle de l'écriture en général pour accéder à son propre espace, faire entendre sa voix. Yasmine a raison. Je ne parlerai pas d'écriture, mais de voix de femmes, faire entendre la voix des femmes sur le monde, nous approprier ce qui se passe dans le monde et le dire à notre façon. C'est ça, à mon avis, l'écriture, ce qu'elle dit. Le silence de nos aïeules, de nos anciennes qui n'ont pas parlé, et le silence qui fait que les hommes parlent encore pour nous, décident pour nous. À partir du moment où on dit « je », à partir du moment où on s'accapare les problématiques du monde, l'actualité du monde et qu'on dit ce qu'on en pense, je pense que c'est ça notre naissance au monde. Merci Fawzia. Vous dites d'ailleurs à un moment donné, moi je suis née fille, ce qui contredit largement la chère Simone de Beauvoir. Voilà. Là pour le coup, on ne naît plus. On ne devient pas femme, mais on est femme et on l'est depuis le départ. Et donc, effectivement, la question de la langue est très importante. Céline disait, des histoires, il y en a plein les commissariats. Voilà. C'est le travail sur la langue qu'on demande à un écrivain. Et justement, vous avez pointé du doigt quelque chose, un élément sur lequel j'aimerais interroger Djaïli Amadou Hamel. Vous avez fondé une association au Cameroun et vous êtes souvent présentée comme étant une militante féministe, d'abord. Et alors moi, j'ai beaucoup lu celles qui nous ont précédées, forcément, Nawal Saadawi, Assia Djebar, Fatima Mernissi, bien entendu. Et je trouve que malheureusement, parfois, cette dimension un peu militante, disons qu'on nous accole une étiquette qui fait référence à un élément qui est extra-littéraire, qui n'a rien à voir avec la littérature, pour légitimer notre présence dans le rayon des littératures, tout simplement. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas l'impression parfois que ça vient polluer ce que vous écrivez, votre style, votre univers littéraire, votre langue, qu'on réduit ça à une dimension militante féministe ? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ça, c'est une question très difficile puisque quand on parle justement de littérature engagée au féminin, eh bien, directement, c'est le mot féministe qui s'ensuit puisque, voilà, dès qu'on dit au féminin et femme engagée, c'est femme féministe. Quelque part, c'est ça. Mais on écrit encore avec sa main et non pas avec son utérus. Et donc, dans ce cas-là, voilà, on est écrivain. Ceci dit, moi, je comprends parfaitement ce qui s'est passé par rapport à mon propre vécu, puisque quand je me suis mise à écrire, je suis d'abord la première femme écrivaine dans le Nord Cameroun et je suis la première qui évoque ces sujets
de femmes en réalité, la place de la femme, à m'interroger sur la place de la femme dans notre société, les violences faites aux femmes, le mariage précoce et forcé, la polygamie, etc. Donc déjà, par rapport à ma propre culture, comme le disait aussi Fawzia, je me reconnais parfaitement dans ce qu'elle disait tout à l'heure. Pour ma part aussi, dans ma culture, eh bien, déjà, on ne se raconte pas. C'est interdit de se raconter. C'est interdit surtout de dire ce qu'on ressent. Une femme, c'est celle qui a su maîtriser non seulement la patience, mais surtout le savoir-vivre. Et ce savoir-vivre, c'est de se taire face à certaines choses. C'est d'avoir ce que nous appelons, nous, dans notre langue, le pulaku ou le semtende, c'est-à-dire la pudeur. La pudeur, ça signifie également ne pas dire les choses telles qu'elles sont, se taire face aux injustices, se taire face à ce qu'on pense réellement et se cacher derrière des non-dits. Une fois qu'on s'engage dans la littérature, eh bien, on n'a pas de semtende, on n'a plus de pudeur, parce qu'on est prêt à dire ces non-dits. Évidemment, pour ma part, avant de m'engager dans la société civile avec mon association, j'ai d'abord écrit. Mais en ayant écrit, je n'étais pas totalement satisfaite parce que je me disais, et après, et ensuite, maintenant que j'ai brisé les tabous, maintenant que je parle de ces questions-là, concrètement, moi, qu'est-ce que je fais en fait pour changer les choses, pour faire avancer les choses? Bien entendu, ça n'a rien à voir avec la littérature, puisque la littérature, c'est aussi le style, c'est aussi la manière de le dire, c'est aussi la langue, etc. Mais derrière ça, il y a également ces thèmes-là qu'on évoque et qu'on aimerait justement voir sur le terrain les résultats. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé l'association Femmes du Sahel, une association qui a deux volets. D'abord, le volet éducation, puisqu'il ne faut pas oublier que dans ce volet éducation, nous créons des bibliothèques. Bibliothèques qui égalent à lecture, égale littérature, etc. Faisons des ateliers d'écriture, etc. Nous encourageons l'éducation de la petite fille, une petite fille qui généralement n'est pas inscrite à l'école, qui généralement n'a pas les fournitures scolaires en même temps que son frère parce qu'elle est une fille. Son éducation n'est pas aussi importante que celui du garçon, tout simplement parce qu'en tant que fille, déjà, elle n'appartient pas à la famille. Elle appartient à la famille de celui qui va l'épouser. Et donc, on n'a pas à faire des dépenses pour elle. Et cette petite fille qui sera envoyée en mariage à 12 ans, 13 ans, parce qu'on pense qu'elle est déjà mûre pour ce mariage-là, une petite fille dont le destin, finalement, ce n'est que d'être fille de, femme de, épouse de, mère de. Elle n'existe pas en tant qu'être humain et je voulais lui donner une identité. Donc, pour moi, ma littérature va de pair, finalement, avec mon engagement. Et je ne trouve pas que l'un envahit l'autre, en fait. Au contraire. D'accord. Donc, je vous ai plus posé la question, comment la pose à un alter ego, au fait. Voilà. Comme je pourrais me la poser à moi-même. Donc, vous considérez que les deux peuvent aller ensemble et que ça ne vient pas nécessairement polluer ou peut-être réduire même la dimension purement littéraire de votre œuvre? Pour moi, c'est même plutôt le contraire. D'accord, ça vient. Si on peut utiliser la littérature pour faire avancer les causes, si on peut utiliser la littérature finalement pour pouvoir parler des problèmes de femmes, pour pouvoir parler de l'éducation des petites filles, pour parler du mariage précoce et forcé, de la violence faite aux femmes, quel mal il y a à ça? D'accord. Pour ma part, je n'en trouve aucun. D'accord. Merci. Je comprends ce point de vue, mais je vous poserai une question, Ananda, du même ordre. Parce que j'ai en tête Naguib Mahfouz, voilà, et Nawal Saadawi, par exemple. Nawal Saadawi, quand on parle d'elle, c'est tout de suite la dimension purement féministe arrive. C'est la première chose qui vient à notre esprit. Alors que Naguib Mahfouz a pu mener
une carrière littéraire tranquille, avec une belle reconnaissance à la clé. Il a eu le prix Nobel de la littérature, ce qui n'est pas rien, là où Nawal Saadawi s'est épuisé toute sa vie à défendre la cause des femmes, au détriment même de son œuvre littéraire. Et je voudrais lui rendre hommage en disant ça aujourd'hui, parce que c'est d'abord une œuvre littéraire. Il y a une langue, il y a un style. Quand on lit Ferdaous, Une voix en enfer, et Ouzaina, Le roman volé, et d'autres encore. Voilà. Et vous dites à un moment donné, est-ce que pour être reconnue comme écrivaine, je ne devrais pas faire comme Arundhati Roy, et courir à la recherche de causes à défendre, habillée en t-shirt et en jean, ou alors est-ce que je devrais peut-être avoir des cheveux blancs et avoir l'apparence d'un vieil homme pour pouvoir enfin être reconnue comme écrivaine? Bon, je pense que ce livre a été écrit dans une période de grand doute, de grand questionnement de moi-même, y compris en fait de la part d'un de mes fils adultes qui me posait cette question en me disant oui, tu écris sur les gens qui sont des victimes, que ce soit des femmes ou des hommes, des gens sur les tragédies humaines de la société, sur des violences faites aux femmes ou aux enfants. Et toi, tu fais quoi? Et cette question de ce fils qui me regardait, j'avais toujours pensé que j'avais été une bonne mère, et qui soudain me disait déjà que pendant qu'il était enfant, il avait l'impression que j'étais absente alors que j'étais très présente auprès d'eux, mais je pense qu'il parlait de l'absence mentale, c'est-à-dire que quand j'écrivais un roman, j'étais souvent à l'intérieur de mon roman, et même si j'avais l'air d'être présente, eux, les enfants, ont une sensibilité telle qu'ils se rendent compte que bon, elle n'est pas tout à fait là. Et donc c'était un moment où ce livre a été publié en 2010, il me semble, et donc de questionnement profond, de revirement, et justement de me demander quelle est ma place en fait, quelle est la place de l'écrivain en fait, à quoi on sert en réalité. On est là à parler de soi, on est là on écrit sur des tragédies humaines. Est-ce qu'on les usurpe, ces tragédies, pour en faire des œuvres littéraires, des œuvres esthétiques? Et en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Voilà, c'est aussi ça. C'est aussi notre acte, un acte de foi, un acte aussi d'engagement que d'écrire. Alors, je dois dire qu'enfant, jusqu'à l'âge de 10 ans à peu près, je parlais, mais très très peu, quasiment pas, sauf à ma famille proche, donc ni à l'école, ni aux étrangers, ni à personne. Mais ma manière de m'exprimer, c'était à travers l'écrit. Et ce n'était pas parce que j'étais une petite fille que j'étais silencieuse, c'est juste que j'étais quelqu'un à l'époque, on parlait d'extrêmement timide, peut-être qu'on pourrait trouver d'autres explications, mais l'écriture est devenue cette manière d'aller vers l'autre, d'aller habiter d'autres personnes. Et quand j'ai publié mon premier recueil de nouvelles que j'avais écrit dans l'adolescence, je disais « je » en me mettant à la place d'un vieil homme, d'une vieille femme, d'une jeune fille, d'un enfant, à un moment même d'un animal, parce que cette fascination de pouvoir ne pas être moi, ne pas être cet enfant silencieux, timoré, qui ne pouvait pas ouvrir la bouche en public. Et depuis toujours, pour moi, l'écriture n'était pas une affaire de peur. On ne pouvait pas avoir peur de ce qu'on écrivait, ou d'imaginer les parents en train de regarder par-dessus l'épaule, ou la société autour qui dirait « ah mais tu ne peux pas écrire dessus », etc. Et donc mon premier roman disait « je » à la place d'une prostituée créole de Port-Louis, et racontait une espèce de descente aux enfers, mais aussi une découverte de son propre corps qui était extrêmement important, qui a toujours été important pour moi. Mais aujourd'hui, ce que je dirais, c'est qu'il y a à la fois un être social et un être qui écrit, un être de la littérature, qu'en tant qu'être social, oui, j'ai envie de parler de certaines causes, de fustiger ce qui se passe dans la société,
pas seulement à propos des femmes, mais à propos de tout ce qui se passe aujourd'hui dans une société qui semble aller en se désagrégeant. Mais en même temps, en tant qu'être littéraire, je ne pense pas que j'écris en tant que femme. Quand je suis en train d'écrire, je ne suis pas dans une identité de femme, ni d'homme, ni de Mauricienne. Et donc d'être dans une identité absolument littéraire qui fait que je peux aborder tous les sujets, parfois avec une grande violence, parfois avec des mots crus, parfois avec de la douceur. Mais c'est le livre qui me forme dans l'acte d'écrire. C'est le livre qui exige son écriture. Ce n'est pas moi en tant que voilà, celle que vous voyez. Et si je peux vous demander votre indulgence pour lire un passage d'un livre, parce que je pense qu'on a beau parler, ces paroles-là, en tout cas les miennes, vous les oublierez dans 30 secondes, mais la vraie voix d'un écrivain, c'est vraiment son texte. Alors peut-être on peut le faire à la fin quand tout le monde a fini de parler. Je ne veux pas usurper la parole, mais je crois qu'il faut vraiment faire cette différence entre l'être social et l'être littéraire. Et cela se rapporte aussi à cette idée de est-ce qu'on écrit en tant qu'écrivain africain ou d'une région, ou etc. Parce que finalement, un écrivain, ce qu'il a envie de faire, c'est d'écrire et de se faire une place dans le monde de la littérature. C'est ça qui est l'essentiel, en fait. Je vous remercie, Anoda. Yasmine, vous vouliez ajouter Non, j'ai été très touchée par les propos d'Ananda Devi et en particulier la question de la voix, mais justement de l'incarnation dans le corps, j'ai envie de dire de l'écrivain. Je dirais même pas de l'écrivain parce que ça veut rien dire en fait. Et de ces voix, en fait, qui s'originent sans qu'on puisse vraiment comprendre d'où elles viennent. Et il y a souvent, à la relecture de ce qu'on a écrit, une stupeur. En tout cas, de ma part, je n'arrive pas à faire le lien entre ce qui s'est produit, je ne peux même pas dire que je le produis, ce qui s'est produit là, et la personne que je suis. Il y a un sentiment d'altérité, enfin d'étrangeté, et souvent, et d'ailleurs je peine, j'ai eu beaucoup de difficultés à ce que mon nom figure. Vous savez, chez Actes Sud, le nom d'auteur est gros. Il est très très gros, c'est effrayant. Ils le mettent très gros et puis ils mettent le titre en tout petit. Et en fait, je me suis beaucoup battue en disant il faut faire le contraire. Et puis à la limite, est-ce que c'est nous qui écrivons? Est-ce qu'on n'est pas un canal? Enfin, il se passe quelque chose de bizarre dans l'écriture. C'est l'ouverture en soi de quelque chose, comme si on accueillait, on était dépositaire d'une partie du monde et que ça s'écoulait en fait. Et on est en mode de réception. Bizarrement, on émet en mode de réception, hein, comme les grands mystiques en fait. Et en réalité, je ne vais pas trop m'attarder parce que je ne vais pas accaparer, mais ce qui ma rencontre avec l'écriture d'une femme, ça a été le très grand choc à l'âge de 14 ans de l'ouverture du Carnet d'or de Doris Lessing. Et ce livre était dans la bibliothèque de ma mère. Et c'est un livre éclaté. C'est un livre sur l'éclatement intérieur, en fait. L'éclatement d'une femme qui, en Angleterre, qui est donc sud-africaine, blanche, confrontée à son passé dans le Veld, avec l'apartheid, et puis, donc, africaine, qui vit à Londres, qui s'engage au sein du Parti communiste, et qui fait l'expérience déchirante de toutes ces guerres, hein, parce que c'était l'Angola... et elle tient des carnets, les carnets de Jane Somers. Et en fait, elle fait la rencontre d'un homme qui est un psychiatre, qui est marié, dont elle s'éprend. Il y a des pages dans ce roman de Doris Lessing où en fait chaque carnet retrace des étapes de la vie de cette femme qui frôle la folie, en fait, qui est dans un éclatement du moi, en fait, hein, l'incapacité à dire je. Hein, et donc, elle a besoin de plusieurs carnets pour pouvoir, à la fin, se rassembler dans ce qui sera le carnet d'or.
Et elle rencontre donc cet homme et elle fait l'expérience de la désillusion amoureuse, du choc en fait de ce que c'est qu'être une femme dans le regard d'un homme. Elle découvre qu'il a parlé d'elle en disant qu'elle était pour lui un bon petit morceau. Et dans ce roman, j'avais 14 ans et donc bien sûr mon corps était en ébullition. Et elle parle, à un moment, elle a une petite fille et elle a ses règles. Et elle raconte. Et ça a été pour moi un choc, mais inimaginable, dans un texte littéraire qui était déjà à l'époque consacré pour moi, puisqu'il était dans la bibliothèque de ma mère. Donc c'était la consécration absolue. Pour moi, c'était le Nobel, en fait. D'entendre parler, de voir écrit, en fait, l'odeur du sang, le corps qui devient saignant, la question du rapport amoureux, la crainte de décevoir son amant parce qu'elle était indisponible, ce que c'est que cet utérus féminin qui, en fait, évolue avec des cycles qui désorganisent, en fait, toutes les prévisions. Et pour la première fois, j'ai beaucoup lu depuis l'âge de 3 ans, donc j'ai beaucoup lu. Je rencontrais un texte, mais qui me disait, c'est-à-dire, non pas l'amant, j'étais trop jeune, mais le corps, les métamorphoses du corps. Et il me semble qu'il y a quelque chose qu'on retrouve chez les très grands écrivains hommes. C'est la dimension organique de la vie que les femmes confrontent en fait dans l'expérience quotidienne du corps. Nancy Houston, dans le journal de la création, elle pose une très belle question. Elle dit « Comment peut-on être une romancière » C'est un mot magnifique parce que quand on a des enfants, on ne peut pas imaginer leur mort. C'est insoutenable. On met au monde des enfants et on les pense éternels. En fait, on ne les pense pas. Ils sont éternels. Et le propre de quelqu'un qui écrit, c'est d'envisager la mort du personnage. C'est-à-dire qu'on adopte une posture qui est totalement contraire à la maternité. Et donc, il y a dans l'expérience de la maternité et dans l'expérience de l'écriture, il y a une sauvagerie dans l'écriture, il y a un délitement des personnalités, il y a un éclatement du moi qui est mimé à nouveau dans le processus de l'écriture et qui en fait met en contradiction absolument violente la mère et l'écrivain ou l'écrivant. Et j'avoue que moi, par exemple, j'ai arrêté d'écrire pendant 16 ans quand j'ai eu des enfants parce que c'était insoutenable pour moi d'écrire, je ne pouvais pas. J'avais l'impression de prendre une place dans un autre univers, dans ce monde littéraire où tout pouvait leur arriver et je ne pouvais pas imaginer que tout puisse leur arriver. Je voulais imaginer que rien ne pouvait leur arriver et c'était mon rôle de les protéger pour que rien ne leur arrive. Et donc je les ai éduqués et je n'ai pas écrit. Et j'ai recommencé à écrire quand ils n'ont plus eu besoin de moi, quand j'ai cru qu'ils n'avaient plus besoin de moi. Et je crois qu'il y a là une expérience effectivement spécifique de l'écriture. Je ne sais pas si elle traverse toutes les femmes, mais vous savez que Sylvia Plath, elle a mis sa tête dans le four, parce que Ted Hughes est parti, il l'a laissé avec les enfants. Lui est devenu un immense poète et elle ne pouvait plus écrire parce qu'elle avait ses enfants. Et elle s'est mise la tête dans un four, elle s'est fait griller littéralement, parce que de l'intérieur, elle était carbonisée en fait. Je crois qu'il y a là quelque chose qui dit ce que Habermas appelle la colonisation du monde vécu, en fait. C'est-à-dire que nous vivons avec des archétypes et des mythes qui sont des mythes masculins, qui ont été organisés dans la psyché masculine. Et nous sommes, nous, femmes écrivains, ou toutes les femmes d'ailleurs, mais celles qui écrivent, se mettent dans une posture où elles vont dire, en fait, le monde, avec une parole qui est déjà celle des hommes, qu'ils ont déjà conquise, en fait. C'est leur territoire. Et il faut entrer là, il y a un coût, en fait, il y a un prix. Et en fait, on n'y pense pas, mais après, on le paye, forcément. Merci, Yasmine. Justement, moi, ça me fait penser au fait qu'on écrit peut-être aussi pour transcender certains obstacles. En tout cas, pour ma part, je le vis comme ça, mais j'aimerais bien vous écouter, vous, Fauzia, là-dessus. Et je ne sais plus qui a dit qu'on écrit pour ne plus avoir de visage. Et Dany Laferrière, on a même fait un livre, Je suis un écrivain japonais, parce qu'il dit que l'écrivain
adopte le genre, la nationalité et les caractéristiques de son lecteur, peut-être. Et justement, j'aimerais bien vous écouter sur... En tout sur cas, la c'est place de bien, l'écriture. c'est bien parce que là, on passe de la question de comment écrire, comme un homme, comme une femme, je ne sais plus à partir de quelle identité, à la question pourquoi écrire. C'est la question que pose Amal. L'écriture est-elle un engagement ? C'est ça qui est important. Alors on peut se dire, est-ce que l'écriture, effectivement, elle consiste à dire tous les mots que nous, femmes, nous avons ? Et je pense que c'est tout à fait légitime. Et là, on peut ne pas s'embarrasser de style, de rien du tout. C'est une question de survie. C'est comme si on demandait à quelqu'un qui était prisonnier, quelqu'un d'opprimé, à une femme à laquelle on a atteint dans son corps, de ne plus dire les choses. Alors on dit, oh mais les littératures féminines, c'est des littératures de pleureuses, gémissantes, mais enfin, depuis le temps qu'on pleure et que personne n'écoute ces pleurs, c'est quand même bien que des femmes puissent dire maintenant, par les mots, ça. Et moi, je trouve que c'est vraiment légitime. Et dans ce cas, la formule qui dit que vous connaissez « je » est un autre, et pour moi, une formule imposture. Non, d'abord « je », c'est « je ». Je, comme je le dis, comme je ne l'ai jamais dit jusque-là. Voilà une des raisons pour moi pour la littérature. Donc c'est une littérature qui est un peu de revendication et c'est légitime. Il y a une autre littérature, une littérature de règlement de comptes, parce qu'il faut régler ses comptes. C'est pas du larmoiement comme ça. Il faut régler ses comptes avec l'histoire, avec la société et préparer de la sorte l'avenir. Il y a aussi le fait d'écrire pour nous-mêmes. Moi, je sais, je le dis, ça choque, je n'écris pas pour des lecteurs. J'écris d'abord pour moi-même. Et là, c'est la deuxième façon, ou le deuxième pourquoi de l'écriture, c'est se réparer soi-même. Je le dis, moi, dans ce dernier livre, qu'on m'a confisqué mon corps quand j'étais petite. Et donc, j'ai passé des années et des années d'écriture à recoudre mon corps, à retrouver mon corps. Donc là, l'écriture est une aventure personnelle. Et il y a aussi un autre pourquoi de l'écriture. On écrit parce qu'on ne sait pas faire autre chose. Parce que si on n'écrit pas, eh bien, on est dans une forme de vanité d'être. Alors on se dit, oui, mais tu rates la vie. Tout le temps, on se pose des questions. Mais sors de ton bureau, il faut que tu renoues avec le monde. Mais on revient au courant avec le monde parce qu'on ne sait pas faire autre chose. Et puis, il y a le pourquoi qui est de la littérature de luxe, en quelque sorte, qui est j'ai parlé d'imposture, qui est la lecture de posture, l'écriture de posture, et qui est l'écriture, écrire des livres pour se faire un nom dans le monde. Donc voilà, pour moi, les différentes façons d'écrire. Il y en a qui sont nécessaires, fondamentales, substantielles, sans lesquelles on meurt tout simplement. Et il y en a d'autres qui sont des stratégies de pouvoir, d'enjeux, de survie, qui est un peu plus artificielle que celles que vivent souvent les femmes. Je vous remercie. J'aurais une question pour vous qui avez été primée, Jaili. Donc vous avez reçu le prix Goncourt des lycéens. Est-ce qu'on dit souvent que les institutions qui reconnaissent donc la valeur d'une œuvre littéraire sont souvent plutôt favorables aux hommes? Il y a 17 femmes qui ont été primées par le Nobel en 121 années d'existence. Pour le Goncourt, je ne sais plus quels sont les chiffres, mais en tout cas, voilà, les femmes sont très peu primées. Est-ce que vous avez le sentiment d'être injustement, que les femmes sont injustement écartées de certains prix ou d'une certaine reconnaissance par les médias? Ça, c'est une question assez difficile. Mais disons que pour le Goncourt, au début, à la première liste du Goncourt, évidemment, les médias n'ont pas beaucoup parlé de moi. Mais je pense que ce n'était pas parce que j'étais une femme. C'est parce que j'étais surtout une femme vivant en Afrique et qui était inconnue, qui venait de publier son premier roman en France. Je n'étais pas inconnue en Afrique, mais en France, si, je l'étais. Et donc, personne ne me voyait sur la deuxième sélection, ni sur la troisième, encore moins sur la finale, et surtout pas pour le concours des lycéens. Donc, voilà. Mais bon, si on voit les statistiques, il est vrai que dans les prix,
les femmes sont moins présentes que les hommes. Mais maintenant, la question, c'est est-ce que c'est parce que les femmes publient moins que les hommes ou alors est-ce que c'est parce que dans les jurys, il y a plus d'hommes que de femmes? Bon, la question reste posée. Mais quoi qu'il en soit, par rapport aux médias, je pense que moi, j'étais surtout pas reconnue parce que j'étais inconnue. Mais bon, je me suis arrangée avec eux depuis, donc tout va bien. Mais alors, est-ce que les hommes nous lisent? Est-ce que les hommes nous lisent? Est-ce qu'ils nous lisent comme nous, on peut les lire et s'identifier à ce qu'ils écrivent et à leurs œuvres et à leurs personnages? Est-ce qu'une d'entre vous pourrait... Vous connaissez la réponse courante des hommes. Ah, vous avez écrit un livre, je vais l'acheter pour ma femme. Ben voilà. Par rapport C'est pour ça que je vous ai posé la question. Par rapport à ça, j'ai une anecdote. Eh bien, un jour, je rentre dans un supermarché qui fait aussi un peu café avec mon époux. Et je passais à la télé. Et il y avait 2-3 hommes du Nord Cameroun qui discutaient entre eux et qui s'arrêtent pour regarder un tout petit peu l'émission. Et à la fin, nous, on était juste derrière eux. Et à la fin, le commentaire qu'ils font, c'est « Oh là là, qu'est-ce que son mari doit souffrir, celle-là » Et lui, malicieusement, il répond « Je me débrouille quand même pas mal. » Mais sincèrement, moi, je refuse de dire qu'on n'est que lu par les femmes. On aimerait nous cataloguer comme ça. Comme, bon, du moment qu'on parle de la violence faite aux femmes, qu'on parle des sujets concernant les femmes, on doit être lu que par les femmes. Le sujet ne devrait intéresser que les femmes. Notre public ne serait ou notre lectorat ne serait que les femmes. Mais je pense que c'est faux en réalité. Et pour le roman Les Impatientes, je pense que l'État camerounais finalement a compris la chose puisque le roman est inscrit au programme scolaire. Et si on voit les statistiques pour les classes de terminale, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et donc finalement, pour pouvoir parler de violence faite aux femmes, qui devrait-on sensibiliser de mieux que les hommes? C'est les hommes d'abord. Donc voilà, les hommes devraient lire les femmes et je pense qu'ils le font. Je confirme. Yasmine? Alors, moi, pour répondre un peu à côté, j'ai découvert les plus grands personnages de la littérature jusqu'au début du XXe siècle étaient des personnages inventés et créés par des hommes. Et donc, j'ai lu Une vie de Maupassant, j'ai lu Anna Karénine, forcément, voilà. Et en fait, toujours, les hommes disaient les femmes. Et en fait, je me suis demandé pourquoi une femme ne pourrait pas dire les hommes. Pourquoi est-ce que finalement, c'est vrai, moi-même, j'ai écrit 3 romans où les personnages principaux étaient des femmes, et puis le dernier, le personnage principal, c'est un homme. Je me suis mise dans la peau d'un homme. Et c'est ce trouble dans lequel nous jette la littérature. C'est ce trouble qui fait l'œuvre littéraire. C'est le trouble dans l'identité, c'est le trouble dans le genre, c'est le trouble dans les certitudes. En fait, je pense que la littérature sème le trouble. Et c'est certainement sa vertu première. S'il fallait que la littérature ait une vertu, ce serait précisément celle de nous troubler, de faire que, en fait, la transparence que nous croyons éprouver du monde, entre le monde et nous-mêmes, soit soudain brouillée, et que la littérature, à travers le travail de la langue, c'est-à-dire cette matière, en fait, qui résiste, parce qu'elle est stratifiée, elle est déjà organisée quand l'écrivain s'en empare, et il a affaire avec cette profondeur de la langue, cette histoire de la langue et ces histoires dans la langue. Et il est comme un sculpteur, en fait. Il travaille au burin. Et en même temps, pour lui faire dire quelque chose qui de manière spécifique, en fait, est troublante. Et en fait, pour rompre et l'évidence de la langue et l'évidence du monde. Il me semble que la littérature, c'est vraiment le territoire de ce qui est troublé en nous et de ce qui trouble en nous le monde.
Oui, donc je vous avais dit que j'allais lire un passage parce que c'est un texte sur l'écriture. Et ça dit bien mieux que moi, je saurais le dire, parce que c'est l'écrivain qui l'a écrit, que ce que je pourrais résumer ici. Et donc, j'espère que vous me pardonnerez cette entorse, mais puisqu'on parle de littérature, c'est bien aussi qu'on puisse entendre la vraie voix de l'auteur. La question que je me pose, c'est comment considérer les œuvres des artistes en dehors de leur identité humaine, car l'identité du créateur est autre. Être social, je me permets de juger les comportements humains. Être créatif, je donne une chance à tous. Ouvrant la bouche, c'est l'être social qui parle. Ici, en ce moment précis, écrivant, c'est le monstre en moi, infiniment compréhensif. Monstre ou démiurge, cloporte ou bête sauvage, peu importe, l'on se doit uniquement dans l'acte de création d'être plus que soi, de parvenir à un état où les carcans sociaux ne comptent plus, de pouvoir se faire violence, sinon à quoi bon? Circonscrit par le politiquement correct, l'acte de création risque de demeurer bien en deçà de ses possibilités. Pas parce que ces considérations-là ne sont pas justes et justifiées, mais parce qu'on ne peut pas écrire à partir d'un message et d'une position, mais d'une interrogation de soi et des autres. L'acte de création se doit d'être élastique, mouvant, indéfini et ambigu pour pouvoir aller chercher des réponses là où une position rigide ne peut les obtenir. Je préférerais mourir comme auteur et laisser le texte parler librement, parler sans moi, parler sans que mon visage, ma couleur, mon nom, mon apparence y soit pour quoi que ce soit. Je préférerais mourir comme auteur plutôt que d'entraver mes textes et de les réduire à la portion congrue de mon identité. Je préférerais mourir comme auteur plutôt que de voir la littérature enchaînée. Merci. Merci beaucoup Ananda pour ce texte magnifique, très touchant et très juste. Donc sur ce, on va se quitter. Je vous remercie beaucoup. Merci.